Je suis le professeur Maurice Tardif, je suis le directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. C'est une suite de webinaires qu'on organise ces dernières années. On a le plaisir et l'honneur d'accueillir Kathleen Sénéchal. Madame Sénéchal est professeure en didactique du français au département de didactique des langues de l'UQAM depuis 2016 et elle est spécialisée en didactique de la communication orale. Elle réalise actuellement une ingénierie didactique collaborative visant à développer des séquences didactiques pour l'enseignement de l'oral au primaire, ainsi qu'une recherche collaborative portant sur le lien entre la didactique de l'oral et la gestion de classe. Elle a également développé un cours de communication scientifique en didactique des langues qu'elle offre aux étudiants de deuxième cycle à l'UQAM depuis 2018. Elle va nous entretenir aujourd'hui de la communication orale scientifique. Plus spécifiquement, comment parler efficacement de sa recherche. C'est un thème extrêmement important qui intéresse tous les étudiants, mais aussi tous les professeurs, particulièrement les professeurs en début de carrière, qui doivent d'une manière ou d'une autre s'exprimer dans différents colloques. Donc, Kathleen, je vous cède la parole pour une trentaine de minutes et votre présentation sera suivie d'une période de questions aussi d'environ 25-30 minutes. Le tout se terminera à 13 heures. Merci. La parole est à vous, Kathleen. Il faut ouvrir votre micro, Kathleen. Oui, tout à fait. Je vais faire un petit partage d'écran. Et voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Merci au CRIFPE pour l'organisation de cette conférence. Donc, ça me fait très plaisir de vous présenter celle-ci qui s'intitule « La communication orale scientifique, parler efficacement de sa recherche ». Alors, on va d'abord voir les atouts de la communication orale scientifique avant d'explorer ses principes généraux et de voir en quoi consiste une présentation type. On va poursuivre avec quelques éléments qui sont davantage pratico-pratiques, si je puis m'exprimer ainsi, et on verra pour terminer quels sont les éléments qui sont à prendre en considération pour une présentation en ligne, ce qui est, comme vous le constatez, de plus en plus populaire en ce moment. Alors, on va d'abord tenter de répondre à la simple question « Pourquoi la communication orale? » Bien, tout d'abord, ça va de soi. Toute étude devrait aboutir à la diffusion de connaissances. Si vous êtes aux études supérieures, le mémoire ou la thèse sont évidemment des modes de diffusion très efficaces, mais il faut savoir que vous avez beaucoup plus de chances de faire connaître rapidement vos résultats de recherche en les publiant ou, dans le cas qui nous intéresse, en les présentant oralement. Lorsqu'on fait de la recherche en étant aux études supérieures, particulièrement dans le cas du doctorat où on va consacrer de longues années à nos études, on génère des données qui sont souvent novatrices et qui méritent d'être connues. Donc, on évite de les laisser passer à l'oubli sur une tablette ou pour être en raccord avec l'air du temps là, dans un document PDF. La communication orale, c'est souvent une façon de faire qui est préférable à la communication écrite pour les jeunes chercheurs parce qu'il peut s'avérer difficile pour eux de se faire publier facilement dans une revue de renom. Donc, des congrès scientifiques sérieux et réputés peuvent être beaucoup plus accessibles pour eux, beaucoup plus facilement. Pour les étudiants, plus spécifiquement, il faut savoir qu'il existe de plus en plus de congrès étudiants qui sont très bien organisés et qu'il y a plusieurs grandes rencontres qui ont fait de la présence d'étudiants une condition à la tenue de colloques et de symposiums en leur sein. Pensons seulement à l'ACFAS, qui est une grande rencontre d'envergure internationale francophone et qui est multidisciplinaire. Donc, on retrouve beaucoup de communications ou de colloques spécialisés en sciences de l'éducation. Alors, ça peut être une occasion tout indiquée pour partager des résultats de recherche pour la première fois, voire de partager un projet de recherche ou une démarche méthodologique qui est particulièrement originale si la recherche est encore au stade du démarrage.
Et lorsqu'on parle de colloques ou de symposiums, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles s'adressent généralement à un public spécialisé. Donc, on a plusieurs experts d'un même sujet qui vont se retrouver au même endroit, ce qui va permettre de rejoindre beaucoup plus facilement les personnes qui sont les plus susceptibles d'être intéressées par nos données de recherche et ainsi d'assurer plus facilement leur diffusion par la suite. Et comme on a plusieurs experts regroupés au même endroit, ça ouvre la porte aussi à de belles opportunités de publication parce que c'est aussi une occasion de faire du réseautage. On va maintenant voir quelques principes généraux de la communication orale scientifique. Donc, il faut comprendre qu'on ne présente jamais une recherche au complet. On ne le fait même pas dans le cadre d'une soutenance de thèse, donc encore moins dans une communication de 15-20 minutes. Alors, il faut faire des choix et ces choix-là, il faut les faire intelligemment. Alors, on va cibler une ou des questions et une réponse précise à présenter et ça va nous amener à sélectionner aussi un objectif de communication qui peut également être un objectif de recherche en déterminant ce qu'on souhaite que le public retienne. Donc, le résultat qui est le plus important ou celui qui est en lien avec l'axe ou le thème du colloque ou du symposium. Et on va vouloir le mettre en valeur et dire pourquoi il est important. Donc, quelle est son originalité, son apport social ou scientifique, quelles pistes d'action concrètes il propose le cas échéant. Et finalement, on va tenter de montrer son implication pour l'auditoire. Donc, qu'est-ce que ça apporte aux gens qu'on présente en termes d'utilité finalement pour leur propre recherche. En faisant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider l'auditoire à résoudre un problème qu'on lui présente. Un élément qui est très important et qu'on oublie parfois, même les présentateurs les plus chevronnés, c'est qu'une présentation est toujours limitée dans le temps et c'est la raison pour laquelle on doit faire les choix dont je viens de vous parler. Elle est également limitée dans l'espace. Donc, quand on est en présence, bien sûr, on est debout devant une salle. S'il vous plaît, ne vous asseyez pas. Donc, il faut garder ça vivant, mais sans que ça devienne trop étourdissant. Puis, je vais y revenir un peu plus tard là, par rapport au non-verbal puis à la gestuelle. Comme je le disais, que je l'ai répété à plusieurs reprises, on doit faire des choix. Donc, on cible le résultat principal de notre recherche ou celui qui est en lien avec l'axe, le thème du congrès, du colloque ou du symposium qui se prête le plus à cet axe-là. Et ce faisant, on va éviter de se disperser et on s'assure de bien faire passer notre message. Alors, pour parvenir à faire ça, il faut évidemment se préparer parce qu'une présentation qui va être bien préparée et bien structurée va éviter la confusion et la longueur et surtout, ça permet de se sentir beaucoup plus en contrôle, en confiance et moins nerveux comme présentateur et je vais revenir tout à l'heure sur des stratégies de gestion du stress. Finalement, il faut choisir quand et où on présente les résultats d'une recherche parce qu'on ne présentera jamais deux fois la même communication exactement. C'est sûr qu'il y a des éléments qui vont revenir d'une fois à l'autre quand on parle de la même étude, mais on ne présentera jamais la même communication à l'identique. Donc, si on a le choix de présenter dans deux événements différents, par exemple des communications libres dans un congrès ou un colloque ou un symposium qui est beaucoup plus spécialisé, bien, on choisit évidemment ce qui nous sert le mieux et je vous conseillerais d'aller davantage vers le colloque ou le symposium qui permet de rejoindre un public spécialisé. On évite aussi de présenter trop tôt dans la recherche, car généralement, on n'aura pas grand-chose d'autre que la problématique ou le cadre théorique à proposer. Et si vous vous retrouvez dans un colloque ou un symposium composé d'experts, ça peut rapidement mener à une perte d'intérêt chez nos auditeurs. Et ça, pour un jeune chercheur, c'est particulièrement démotivant et désagréable comme première expérience. Maintenant, une présentation type, ça ressemble à quoi? Eh bien, comme dans toute circonstance, on commence par se présenter, même si on connaît les gens dans la salle, parce que la communication peut être captée de façon audiovisuelle, diffusée par la suite, et les gens qui regarderont ne vous connaîtront peut-être pas. On remercie ensuite les organisateurs de l'événement, on prend le temps de lire le titre de notre présentation et on présente un bref plan, un peu comme je l'ai fait au début de la présentation. On enchaîne avec une introduction ou une entrée en matière dans laquelle je vous conseille de soulever rapidement une problématique pour aller droit au but, à moins que l'objet de votre présentation ce soit votre projet de recherche.
Dans ce cas-là, évidemment, vous allez consacrer une section de votre présentation bien précise à la problématique. On poursuit avec l'objectif qui est poursuivi par la présentation et on essaie de garder ça le plus simple et univoque possible en choisissant un verbe à l'infinitif, par exemple, cibler, décrire ou documenter. Si certaines notions ou certains concepts sont indispensables à la compréhension de vos résultats, présentez-les brièvement. Mais si vous êtes dans un événement spécialisé, il y a de fortes chances que le public connaisse les notions ou les concepts que vous présentez, des fois mieux que vous. Donc, c'est généralement pas nécessaire de présenter tout le cadre théorique dans le détail, à moins évidemment que votre recherche ce soit une recherche théorique. Donc là, à ce moment-là, il faudra le faire. Mais si vous êtes plus dans une recherche pratique, là, à ce moment-là, vous pouvez faire un peu l'impasse sur le cadre théorique parce que ce sont des éléments que vous allez rappeler au moment de présenter les résultats. Et ça va vous permettre d'enchaîner avec la description succincte des méthodes pour démontrer la validité de vos résultats en présentant votre démarche de recherche, votre échantillon, ainsi que les méthodes et outils de collecte et d'analyse des données. Et ça, c'est bien important de ne pas faire l'impasse là-dessus parce que vous allez assurément avoir des questions sur le sujet par la suite et ça pourra monopoliser le temps des échanges à la suite de votre présentation. C'est tout à fait normal. Les gens vont vouloir savoir comment vous avez procédé pour en arriver aux résultats que vous leur présentez. Et en ce qui concerne les résultats, justement, je me répète encore une fois, mais choisissez les plus importants et commentez-les selon le champ disciplinaire, donc en lien avec votre cadre théorique, plutôt qu'en termes statistiques, même si vous réalisez une recherche quantitative, parce que croyez-moi, il n'y a rien de plus ennuyant que d'entendre des pourcentages qu'on ne retiendra pas pendant 20 minutes. Pour plus d'efficacité, je vous conseille aussi d'amalgamer la discussion et la conclusion ou de discuter les résultats en les présentant à l'étape précédente. Alors, on résume les résultats en répondant à l'objectif ou à la question de recherche présentée au début de la communication. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel et qui n'est malheureusement pas toujours fait, c'est-à-dire qu'on doit montrer clairement qu'on est parvenu à répondre à notre question ou qu'on a atteint notre objectif et comment on y est parvenu. On n'hésite pas non plus à présenter les limites de notre recherche parce que toute recherche a ses limites, évidemment, et ça montre l'humilité du chercheur envers son travail et ça va vous éviter, en fait, vous allez devancer certaines questions, certains commentaires que vous pourriez avoir lors de la période de questions suivant votre présentation. On discute les résultats en choisissant peu de références, donc les plus pertinentes ou les plus récentes aussi, là, selon ce à quoi on a accès. Et ça va nous permettre de montrer la crédibilité, l'originalité et la part de nos résultats, mais sans surcharger nos diapositives. Je vais revenir tout à l'heure par rapport au support visuel. On termine en présentant les implications de la recherche à la fois pour le milieu de pratique, si c'est le cas échéant, là, si ça s'applique bien sûr, et les implications aussi pour le champ de recherche. Et on propose aussi une ou deux pistes pour des recherches futures. Ça montre qu'on s'ouvre, qu'on voit finalement les possibilités qui découlent de la réalisation de notre propre recherche et qu'on ne s'arrête pas là où on termine finalement, puis qu'on voit qu'il reste des choses à faire. Pour conclure en beauté, remercier votre auditoire et inviter les gens du public à vous poser des questions. Maintenant, pour bien se préparer à cette présentation, que fait-on? Alors, on le sait déjà, notre temps est limité, alors on s'assure de bien le gérer. Soyez certain du temps qui vous est accordé. Parfois, c'est 15 minutes, parfois, c'est 20 minutes et ça m'est déjà arrivé dans un colloque qu'on me dise tu as 30 minutes pour présenter et je vous dis, si vous n'êtes pas préparé, ça peut être très déstabilisant puis on ne veut pas non plus faire de remplissage. Alors, informez-vous auprès des organisateurs et en utilisant un support visuel comme PowerPoint, un bon truc, c'est de prendre environ 1 minute par diapositive. C'est clair que ce n'est pas toujours possible de le faire, mais tentez d'être le plus concis possible. Vous allez utiliser un support visuel, donc il faut en faciliter la lecture. La mise en forme, elle doit être la plus homogène possible. On évite de faire du collage de différentes diapositives qui viennent de diaporamas qui sont un peu disparates sans les harmoniser. Donc, il faut quand même qu'il y ait un travail. Puis ne faites pas votre support visuel à la dernière minute. Assurez-vous de prendre le temps de bien le faire aussi.
Je vous conseille d'utiliser une police d'écriture qui est toujours la même, sauf si on veut attirer l'attention sur certains éléments puis les mettre en emphase. Les couleurs aussi utilisées pour attirer l'attention devraient toujours être à peu près les mêmes. Si vous utilisez une application ou un logiciel comme PowerPoint, il existe des modèles de base que vous pouvez trouver directement sur le logiciel, mais vous pouvez également trouver des modèles très facilement et gratuitement sur Internet, comme celui que j'utilise en ce moment. La police de votre support visuel, elle devrait être proportionnelle au reste du contenu et de taille suffisante pour être lue, sinon ça ne sert absolument à rien qu'il y ait des informations écrites. Et ça, c'est bon aussi à l'inverse, c'est-à-dire que vous ne devez pas utiliser une police d'écriture qui est trop grosse parce que ça va être un peu grossier comme présentation. Et assurez-vous aussi que ça entre dans la diapositive. Ça m'est déjà arrivé de voir un support visuel que finalement, on avait une présentation d'informations écrites qui dépassait en mode construction du diaporama et comme les gens n'avaient pas testé le diaporama, qu'ils ne l'avaient pas fait rouler, ils ne s'en étaient pas aperçus. Donc ça peut poser problème. Et si vous utilisez un support qui n'est pas standard, assurez-vous aussi que la diapositive, elle soit de taille standard, qu'elle ne soit pas trop large ou trop haute parce que des fois, ça n'entre pas sur l'écran du projecteur lorsqu'on présente en présence. Le support ne doit pas être surchargé. Quand on commence, on a souvent le réflexe de faire des phrases complètes. Je vous conseille d'utiliser plutôt des mots-clés qui vont venir soutenir, j'insiste là-dessus, vraiment soutenir vos propos. On ne veut pas donner l'impression de lire un diaporama et on ne veut pas que les gens, à la suite de notre présentation, se disent « j'aurais pu lire le support visuel puis ça aurait été la même chose ». Donc, assurez-vous de mettre seulement des mots-clés. Et si vous insérez des graphiques, assurez-vous qu'ils soient faciles à lire et aussi de taille adaptée, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas de votre page, de votre diapositive. N'oubliez pas de présenter adéquatement vos graphiques en utilisant une gestuelle désignante. Donc, comme le nom le dit, c'est le geste qui sert à désigner quelque chose, par exemple pointer ou souligner. Et assurez-vous de bien maîtriser le pointage, surtout si vous utilisez un pointeur laser, par exemple. Là, on ne veut pas que ce soit excessif, donc il faut l'utiliser adéquatement, mais aussi avec parcimonie, seulement pour attirer l'attention sur les éléments les plus importants et qu'on souhaite qu'ils soient retenus par le public. Assurez-vous d'avoir une certaine uniformité dans les couleurs et surtout d'utiliser des couleurs qui sont contrastées entre le son et l'écriture, ce qui va faciliter la lecture. Lorsqu'on présente en congrès, souvent on se retrouve dans des écoles, dans des universités, les salles de classe sont très éclairées, souvent de façon artificielle, puis il n'y aura pas assez de contraste finalement entre l'écran et le reste de la salle. Ce qui va faire en sorte que si vous utilisez un diaporama comme celui que j'utilise aujourd'hui avec une police d'écriture qui est très pâle et un fond qui est pas si foncé que ça, en présence, ça pourrait être problématique. Je ne l'aurais pas utilisé si j'avais présenté en personne parce que ça aurait pu être difficile à lire selon l'éclairage. Si c'est possible, vous pouvez aussi demander de fermer les lumières, les tamiser à l'avant de la salle. Ça va aider nettement le public à bien voir ce qui se trouve sur votre support visuel. Finalement, si vous présentez des extraits audio ou audiovisuels, assurez-vous qu'ils sont de bonne qualité et qu'ils pourront facilement être lus dans la salle où vous présentez ou en ligne, là, le cas échéant. Donc, j'y reviendrai, mais vous pouvez faire des tests aussi avec votre diaporama en l'envoyant à quelqu'un pour le tester sur un autre ordinateur, voir si c'est facile d'ouvrir vos extraits audio ou audiovisuels. Ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est que ce que l'on montre ne doit pas nuire à ce que l'on dit. Alors, on évite les longues phrases qu'on ne dit pas, par exemple, une très longue citation qu'on ne lirait pas ou qu'on ne commande pas. Le public ne doit jamais cesser de vous écouter pour lire une diapositive. Ça, c'est bien important. Pour s'assurer que votre présentation est bien structurée et que vous respectez le temps alloué, je vous conseille fortement de répéter devant un public critique et là, c'est la prof de didactique de l'oral, un peu de mal avec ça, mais oui, d'utiliser un chronomètre. Ça, c'est bien important parce qu'on a un temps à respecter puis on veut s'assurer de ne pas dépasser. Attention, ça ne veut pas dire d'apprendre votre texte par cœur. Donc, vous pouvez vous servir d'un plan, de notes, par exemple, pour votre présentation, mais s'il vous plaît, essayez de ne pas apprendre tout ça par cœur parce que si vous vous contentez de réciter un texte que vous avez appris
Avec le stress qui est généré par la présentation, les chances que vous vous trompiez sont assez élevées et ça va vous générer encore plus de stress et là, on risque de se retrouver devant un cafouillage sans nom. Donc, on évite ça. Essayez de maîtriser votre contenu sans l'apprendre par cœur et ça va vous permettre d'en parler en étant beaucoup plus à l'aise, de façon plus naturelle, donc beaucoup plus intéressante. Si possible, familiarisez-vous avec le lieu de présentation, donc la salle, le matériel, la façon de déposer le diaporama ou le support visuel qu'on va utiliser sur l'ordinateur. Donc, tous les congrès normalement mentionnent ces détails-là dans les courriels d'information. Alors, prenez le temps de bien les lire. Et si vous proposer des extraits audio ou audiovisuels, bien, une bonne question à poser, ce serait de savoir si la salle est munie de haut-parleurs. Si ce n'est pas mentionné, prenez le temps de questionner les organisateurs parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour le public que de devoir écouter un extrait audio ou audiovisuel sur les petits haut-parleurs des ordinateurs. On n'entend rien, puis on passe son temps comme présentateur à s'excuser que ça ne fonctionne pas. Donc, on peut devancer. Arrivez à l'avance sur le site pour tester votre diaporama, votre support visuel. Si par exemple vous utilisez un Prési, là, je parle beaucoup de diaporama, mais il existe d'autres supports visuels qu'on voit de plus en plus dans les communications scientifiques. Si vous utilisez par exemple PowerPoint, ça se peut que le format ne soit pas compatible entre celui de votre ordinateur et l'ordinateur qui est utilisé dans la salle. Alors ça peut poser problème. Et c'est la raison pour laquelle je vous conseille d'enregistrer aussi votre diaporama en format PDF, où il est possible de faire certaines animations en dupliquant les diapositives. Ça demande quand même du travail, donc il faut se préparer à l'avance. S'il est indiqué qu'un ordinateur sera fourni dans la salle, ça veut dire qu'on ne veut pas que vous utilisiez votre propre ordinateur, puis on veut que vous évitiez de brancher, débrancher des trucs. Alors ça, il faut respecter parce que ça fait quand même perdre pas mal de temps entre les présentations. Soyez attentifs pendant les autres présentations, surtout au moment de la période de questions. Vous allez beaucoup plus facilement repérer ce qu'on appelle les torpilleurs, donc des gens qui intentionnellement vont poser des cols, des questions pièges, parce que oui, ça arrive. Même si on est stressé, il faut s'assurer de bien poser sa voix, d'adopter un bon débit, et vous allez voir qu'on est souvent essoufflé aussi en début de présentation, puis je vais revenir sur des petits trucs à utiliser pour un peu tempérer les effets de tout ça. Assurez-vous finalement de ne pas être trop fixe ni trop mobile. En présence, on est debout devant une salle, donc on veut bouger un peu pour que ça ne soit pas trop ennuyant, mais à l'inverse, on ne veut pas bouger trop. Donc, on évite les grands allers-retours d'un bout à l'autre de la salle qui peuvent devenir très rapidement étourdissants pour le public. Quelques petits trucs en rafale pour conclure cette section. D'abord, que faire si j'ai du mal à respirer adéquatement en début de présentation? Je viens juste de le mentionner, c'est vrai, on est essoufflé quand on commence une présentation généralement. C'est normal, le cœur bat plus vite, donc pompe plus de sang, le système a besoin de davantage d'oxygène. Puis souvent, quand on respire seulement par la bouche, on n'arrive pas à combler ce besoin-là, donc on va s'essouffler rapidement. C'est très simple. Pour remédier à tout ça, faites des exercices de respiration pour vraiment bien apprendre à respirer en profondeur, surtout à inspirer correctement par le nez. Et quand vous commencez la présentation, n'hésitez pas à parler plus lentement que vous le feriez naturellement et à faire des pauses pour prendre le temps de bien inspirer par le nez. Je ne dis pas que c'est un truc magique qui va tout régler, mais franchement, vous allez voir que ça aide. Que faire si mon support visuel ne fonctionne pas? Donc, vous arrivez dans la salle, vous branchez votre clé USB, comble de malheur, ça ne peut pas être lu. Je l'ai mentionné pour éviter de vivre ce stress-là, arrivez à l'avance pour vous assurer que tout fonctionne. Mais un autre truc qui est important de retenir, c'est d'utiliser 2 supports pour votre présentation. Donc, si vous choisissez d'avoir une clé USB, ça peut être intéressant de prévoir aussi d'utiliser une plateforme comme Dropbox ou OneDrive au cas où. Ça m'est déjà arrivé en colloque en Europe d'avoir une clé USB, mais j'avais aussi, heureusement, mon support visuel sur Dropbox parce que ma clé USB ne fonctionnait pas. Que faire si on bute sur nos mots, qu'on se trompe dans notre présentation, par exemple en sautant une diapositive ou quand on a des animations, des fois qu'on est moins habitué de présenter, ça arrive qu'on oublie de faire défiler les animations. Alors, ça arrive à tout le monde, ne vous en faites pas et si ça vous arrive à vous, eh bien, excusez-vous rapidement et poursuivez tout simplement. Que
Que faire si, au moment de la période de questions, on ne me pose aucune question? Eh bien, vous pouvez en rester là, tout simplement, ou vous pouvez aussi lancer l'échange, par exemple, en disant, ben, une question qu'on me pose souvent, c'est, et là, vous enchaînez. Prenez garde de ne pas trop relâcher votre attention au moment de la période de questions aussi, parce qu'il faut être attentif aux propos du public pour être en mesure de bien répondre aux questions qui vous seront posées. Je le sais, là, souvent, à cette période-là, le stress retombe un peu, puis là, ça peut arriver que l'esprit se mette un petit peu à vagabonder, donc essayez de rester focus. Et finalement, que faire si on me pose une question pour laquelle je n'ai pas de réponse? Et si ça arrive, soyez honnête, dites-le franchement en ajoutant que vous allez vous informer ou y réfléchir parce que pour l'avoir vu, il n'y a rien de plus malaisant pour le public que de voir un présentateur bredouiller ou dire n'importe quoi pour fournir une réponse qui, au final, ne fera pas grand sens. Maintenant, à quoi est-ce qu'on doit faire attention si on présente à distance? Et je vais terminer là-dessus. On le sait, dans le contexte actuel, puis vous le voyez à l'instant, les présentations en vidéoconférence ont énormément la cote et ça ouvre la porte à des opportunités qu'on n'avait pas nécessairement avant, comme prendre part à des congrès sans avoir à prendre l'avion, ce qui engendre des frais qu'on ne peut pas toujours couvrir, surtout comme étudiant. Cependant, qui dit nouvelles opportunités, dit aussi nouvelles contraintes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion jusqu'à maintenant d'assister à une pleine journée de présentation sur Zoom, mais je peux vous assurer que c'est vraiment épuisant et les recherches montrent que cette Zoom fatigue est tout à fait normale étant donné qu'une présentation à distance demande beaucoup plus de concentration qu'une présentation en personne. Et c'est important d'en comprendre les causes pour être en mesure de s'y adapter. Alors d'abord, ça s'explique en partie par le manque de signaux non-verbaux et paraverbaux. Donc les signes non-verbaux, par exemple, les mimiques, les gestes, le regard, ou les signes paraverbaux, par exemple, d'assentiment ou certains sons qu'on peut entendre quand les gens ne comprennent pas bien, qui vont nous permettre de réadapter un peu notre propos, mais ça, on ne les entend pas parce que les micros sont fermés pendant une présentation. Et lorsqu'on assiste à une présentation en ligne, on doit se concentrer davantage pour capter le ton, les variations d'intonation, les accents d'insistance et aussi les expressions faciales des présentateurs. Donc, souvent, les caméras vont encadrer, là, vous le voyez, là, des épaules en montant. Donc, on ne voit pas beaucoup le mouvement des mains, sauf si vous êtes comme moi puis que vous avez tendance à parler énormément avec vos mains. Mais on va s'appuyer aussi sur le bureau. Donc, ça change un peu notre façon de bouger comparativement à ce qu'on pourrait observer en personne. On va avoir aussi le support visuel qui va être en plein écran et le présentateur va être dans une petite vignette au coin de l'écran. Donc, l'image est réduite énormément, donc on voit moins les détails. Et il y a aussi plusieurs éléments qui vont être parfois transmis avec un léger décalage en raison des connexions Internet. Donc, ça demande un effort supplémentaire au cerveau. À distance, évidemment, les gestes ne seront pas aussi efficaces qu'en présence. Donc, le pointeur de la souris peut devenir l'extension de la main d'une certaine façon, mais encore une fois, il faut que ça soit utilisé à bon escient. Donc, on ne fait pas bouger constamment la souris dans tous les sens. On l'utilise seulement lorsqu'on veut attirer l'attention du public sur un élément précis. Et toujours relativement au non-verbal, à distance, bien, on ne regarde jamais personne dans les yeux. Donc, on regarde soit l'écran, soit la caméra. On n'aura pas de contact visuel et ça, c'est dommage parce que ce contact-là va permettre de capter l'attention, mais va aussi faciliter la mémorisation. Alors, il faut en tenir compte. Si on se voit à l'écran pendant qu'on présente, un peu comme si on se regardait dans le miroir, donc qu'on le veuille ou non, on est dérangé, on va être distrait par notre propre image, puis c'est un peu comme si on se regardait jouer un rôle. Et ça va provoquer une surcharge pour le cerveau qui va mener 2 tâches ou plus de front. Donc, se concentrer sur l'auditoire, se concentrer sur son propre propos, mais aussi sur son image en même temps. Et c'est la même chose pour les gens de l'assistance. Donc, s'ils se voient à l'écran pendant la présentation, ça peut les distraire. Et contrairement à l'espèce de tendance qu'on peut voir dans les réunions de dire laissez vos caméras ouvertes pendant les présentations pour montrer l'intérêt, je vous dirais qu'il ne faut pas hésiter à recommander au public de fermer les caméras pour se concentrer sur les propos du présentateur.
Finalement, à distance, c'est sûr que ça peut varier selon le mode de présentation, mais si on est sur Zoom, par exemple, en mode classique, il va y avoir plusieurs sources d'informations à gérer, entre autres le mode galerie, donc plusieurs petits visages en bordure de notre écran de présentation, et aussi l'espace conversé. Alors, on peut facilement être distrait par des questions du public qui vont apparaître comme ça sur notre écran ou des échanges dans le chat entre les participants. Et ça, c'est surstimulant pour le cerveau. Donc, il faut trouver des façons d'atténuer ça un peu. Par exemple, masquer le conversé ou éviter le mode galerie, sélectionner seulement la vue sur l'intervenant pendant la présentation ou, comme je l'ai mentionné, demander au public de fermer les caméras. Alors, je m'arrête ici parce que c'est le temps dont je disposais, mais maintenant, je vous invite à me poser vos questions. Merci beaucoup, Catherine. Un exposé très clair, conforme à vos principes, ce qui est très bon. Écoutez, bon, premièrement, je voudrais rappeler une petite consigne. Là. Les questions doivent se poser à travers la fonction question-réponse et non pas à travers la fonction converser, là, parce que converser, on va se perdre immédiatement. D'autre part, il y a des gens qui me posaient des questions dans la fonction converser. Là. La conférence, le PowerPoint, tout va être disponible, l'enregistrement, tout va être disponible sur le site web du Centre de recherche. Et donc, vous avez seulement à vous visiter notre site et vous allez voir une section webinaire où la communication d'aujourd'hui de Kathleen va être présente dans les prochains jours. Bon, voici un certain nombre de questions, Kathleen. Une première question. Que pensez-vous de l'animation des slides? Bien, comme je l'ai mentionné, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça permet de capter l'attention, d'attirer aussi l'attention du public sur les éléments qu'on est en train de commenter, qui sont à la fois sur le support visuel, mais aussi dans nos propos. Par contre, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que ça peut nous servir pour venir soutenir le propos, mais si on oublie de faire l'animation, ça peut nous nuire. Donc, si vous avez, par exemple, un plan, des notes de présentation, là, rappelez-vous de cliquer pour les animations, utiliser certains symboles peut-être. Là, puis, comme je le disais, ben, pratiquez votre présentation, non pas en apprenant votre texte par cœur, là, mais en pratiquant la manipulation de votre support visuel. Ça va vous habituer à cliquer pour faire défiler les animations, mais vous pouvez aussi programmer un minutage. Ça va défiler au fur et à mesure que vous allez parler, mais encore là, il faut être quand même raccord avec ce minutage-là. Peut-on remplacer les diapos par d'autres sources numériques comme les cartes mentales, heuristiques, brain mapping, etc.? Bien, tout à fait. Il y a une tendance en ce moment dans certains domaines plus des sciences là, qui est d'utiliser seulement des photos pour des présentations. Il n'y a aucun texte, c'est vraiment seulement des images qui vont stimuler le public, qui sont en lien avec ce qu'on présente. Donc, vous utilisez le support visuel qui vous convient, qui convient au format de votre présentation et aussi aux informations que vous présentez, tout en vous rappelant que ce que vous présentez ne doit pas nuire à vos propos. Alors, la formule, il faut que vous soyez à l'aise avec ce que vous utilisez, avec l'application, le logiciel, que ce soit un Prési ou d'autres applications numériques. Là, il y en existe plusieurs que vous pouvez utiliser, mais il faut être bien à l'aise avec ce que vous présentez puis vous assurer que ça soit clair et compatible avec le site de la présentation, donc l'ordinateur qui sera utilisé, par exemple. Alors, mon petit truc, je le rappelle, arriver à l'avance pour faire un test. Est-ce qu'il existe un temps ou une durée optimale d'une présentation? Ça dépend de chaque événement. Je l'ai mentionné, dans certains congrès, je dirais que le temps moyen, c'est environ 15 à 20 minutes. Là, on a beaucoup dans des grands congrès, ce sera généralement 15 minutes, ça passe hyper rapidement. Et c'est pour ça que je vous disais que vous devez faire des choix, puis vous ne pouvez pas respecter la présentation canonique comme dans un article avec vraiment toutes les parties problématiques, objectifs, cas théoriques, ainsi de suite. Il faut faire des choix et ne pas penser présenter tous ces résultats de recherche, mais on voit de plus en plus de communication de 20 minutes pour permettre aux présentateurs d'être un peu plus à l'aise. Et la période des questions, on va également, ça c'est plus dans les colloques et symposiums, là, quand on est regroupé autour d'un même thème, on va vers 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions, mais soyez pas surpris que ce soit 15 minutes de présentation, 5 minutes de questions, ça passe très, très vite. Quelle attitude dois-je adopter au cas où personne ne me pose de questions après ma présentation?
J'en ai un petit peu parlé dans ma propre présentation, c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement rester là, inviter les gens à venir vous poser des questions pendant la pause ou après la fin de la journée, peu importe le format de la présentation. Si vous êtes dans un congrès, si vous dites, ben, si vous voulez me questionner une fois que les présentations seront terminées, je reste disponible. Si vous êtes dans un colloque ou un symposium avec les mêmes personnes toute la journée, souvent, il y aura des moments de plénière prévus là, où on va revenir sur les questions du public qui n'ont pas pu être posées après les présentations. Puis, ce qu'on voit souvent, c'est que les gens n'étaient pas intervenus sur certaines présentations, mais interviennent par la suite, là, un peu avec du recul, vont se dire finalement, j'ai une question à vous poser sur votre présentation. Donc, donner l'opportunité aux gens d'entrer en contact avec vous, même hors de la période de questions. Et vous pouvez vous-même lancer l'échange. Mais si vous n'êtes pas à l'aise de le faire, là, lorsqu'on est jeune chercheur, on n'ose pas toujours le faire. Des fois, on est même content de ne pas avoir de questions après notre présentation. Donc, je voudrais d'opter pour ce truc de vous rendre disponible en dehors de la période de questions. J'ajouterais qu'on peut soi-même se poser des questions aussi. On peut dire, bah, au terme de ma présentation, il y a quand même des questions qui restent en suspens. On peut les poser, ce qui peut permettre de lancer le débat, là. Exactement. Faut opter pour des logiciels de présentation orale en tant que support visuel ou faut-il préférer forcément le PowerPoint? Ah non, comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser d'autres applications de façon classique. Là, on a tendance à voir beaucoup le PowerPoint dans les événements scientifiques, mais de plus en plus, le Prési, entre autres, est vraiment plus utilisé. Mais il faut être à l'aise avec le Prési parce qu'on n'a pas la même. C'est moins linéaire. C'est pas du tout, en fait, linéaire comme le diaporama où une diapositive vient après l'autre. On peut facilement voir ce qui s'en vient, surtout si on utilise le mode présentateur. Là, dans le Prési, c'est un petit peu plus difficile de prévoir. Donc, assurez-vous d'être bien à l'aise. Vous pouvez utiliser d'autres applications, par exemple, limite comme un Padlet où il y aura différents modes, pardon, soit de l'écriture, des images, du collage qui sera fait. Ça dépend de ce que vous voulez présenter, puis de comment vous voulez que ça soutienne vos propos. Est-ce qu'il y a des choix de couleurs qui seraient à proscrire dans les PowerPoint? Ben, j'ai donné mon exemple aujourd'hui. Mon fond était turquoise, là, un peu aqua, et l'écriture est blanche. Sur un ordinateur, quand tout le monde est face à son ordi, chez soi, généralement, ça convient très bien. Mais en présence, ça aurait pu être difficile à lire si l'éclairage avait été trop vif à l'avant de la classe. Donc, utiliser, puis c'est la même chose avec une écriture très foncée sur un fond foncé. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un bon contraste. Assurez-vous que votre fond soit suffisamment foncé pour utiliser une écriture très claire pour contraster ou à l'inverse, avoir un fond pâle pour avoir une écriture qui sera plus foncée. C'est sûr que, bon, il va avec l'exemple noir sur blanc ou à l'inverse, blanc sur noir. Écriture blanche sur fond noir, ça peut devenir un peu fatigant pour les yeux en plein jour. C'est plus adapté à une présentation en soirée ou avec les lumières très tamisées. Puis le écriture noire sur fond blanc, ben, je vous dirais que ça peut être un peu ennuyant. Donc, tentez de rendre ça quand même agréable. Il existe plein de modèles que vous pouvez utiliser. Okay. Là, dans votre présentation, Kathleen, vous n'avez pas utilisé d'iconographie. Est-ce que c'est volontaire ou? Parce que dans le cas où moi, ce que je présentais, ça ne s'y prêtait pas nécessairement, mais je le fais quand je présente des résultats de recherche. Par exemple, quand je présente une recherche avec certaines étapes, puis je veux remplacer des propos seulement par justement une petite icône qui va résumer mes propos, qui va montrer qu'on est à telle étape de la recherche, ça peut tout à fait se faire. Là, comme je le disais, on utilise de plus en plus d'images en remplacement du texte dans les supports visuels, donc n'hésitez pas à le faire si c'est pertinent, mais assurez-vous que les symboles ou les icônes que vous utilisez soient facilement accessibles, donc facilement comprenables pour votre public. Il y a quelqu'un qui pose une question intéressante sur les conférences à distance. Zoom, là, est-ce qu'il est préférable d'avoir un fond d'écran ou bien de montrer quand même son espace personnel de travail ou son espace professionnel? Si vous partagez un espace de travail avec une personne ou deux personnes, ou si vous avez vos enfants qui sont en arrière à s'amuser, qui bougent beaucoup, ou un animal de compagnie qui est particulièrement
envahissant, je vous conseillerais d'utiliser un fond d'écran. Le problème avec les fonds d'écran, c'est que généralement, ça va mal suivre les mouvements des mains. Donc, ça cadre assez le visage, mais si vous vous reculez un peu trop, vous allez disparaître dans votre fond d'écran. Même chose pour vos bras, il va y avoir un gros décalage souvent dans le mouvement. Ça gêne un peu ça peut gêner un peu là, sur le plan de la compréhension de l'information là, sur le cerveau, parce qu'il va y avoir un décalage. Donc, ça peut être dérangeant, mais c'est très personnel. Si vous êtes à l'aise avec votre décor en arrière-plan, puis qu'il n'y a pas d'informations trop personnelles, que ça ne vous gêne pas qu'on voit, il n'y a pas de souci. Il faut savoir aussi que ce n'est pas accessible pour tous les ordinateurs. Les ordi qui sont un peu plus vieux, on ne peut pas utiliser cette option-là sur Zoom. Alors, ça prend un ordi qui est un peu plus récent. Ça prend Et les fonds d'écran aussi, lorsqu'on bouge la tête, elles déforment la tête également. Hein? Donc, c'est toujours un peu embêtant. Là. Est-ce qu'il y a oui, vous pouvez perdre des oreilles. Est-ce qu'il y a un nombre de lignes maximum dans une diapo? Par exemple, non, pour la police, ça doit être assez gros ou bien? Assurez-vous que ce soit lisible. Puis, si vous voyez que votre diapo va être surchargée, là, ben, coupez votre contenu en 2 diapos. Moi, je pense qu'il est préférable de faire une diapositive de plus en vous assurant que votre contenu est bien aéré. Mais c'est sûr que si vous vous retrouvez avec une ligne ou 2, puis que l'autre diapo, vous en avez 7, ben là, il faut savoir bien répartir le contenu. Il n'y a pas de nombre de lignes. Comme ça, je ne peux pas vous donner un chiffre en vous disant non, on évite de faire plus que 5 lignes parce que des fois, ça entre très bien selon la grosseur de la police d'écriture, mais il faut s'assurer que ça ne soit pas en patte de mouche, que ce soit facile à lire, puis que ce ne soit pas surchargé, puis très coincé, c'est-à-dire que la présentation doit être aérée, hein, donc il doit y avoir de l'espace entre les différents éléments de vos listes. N'hésitez pas à mettre de l'espace entre vos titres, entre les éléments de vos listes à puces aussi pour que ça soit agréable à lire. Lorsqu'on fait une présentation, il y a parfois des personnes qui posent des questions pièges et notamment des questions qui ne rentrent pas du tout dans le sujet de notre communication. Comment doit-on réagir par rapport à ce type de questions-là? Ben, normalement, il y a une personne qui sera modérateur des échanges au moment de la période de questions. Si c'est complètement hors sujet, j'ose espérer que le modérateur va lui-même souligner que la question est hors sujet. Et moi, je le fais comme modératrice, là, je le dis, c'est super intéressant, mais je vais vous inviter à poursuivre l'échange avec la personne qui a présenté en dehors de la période de questions pour laisser le temps aux gens qui ont des questions spécifiquement sur la présentation de les poser. Si le modérateur ne le fait pas, ben, vous pouvez le faire vous-même en disant, ben, écoutez, c'est une question qui est très pertinente, mais ça ne touche pas précisément le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Donc, pour permettre à tout le monde de poser des questions qui touchent la présentation, je vous invite à me rencontrer un peu plus tard, puis on en discute ensemble. Donc, ça pourrait être une façon de le faire. Puis, les gens qui posent délibérément des questions pièges, ben, c'est un peu de la même façon. Il faut réagir un peu de la même façon que ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous n'avez pas de réponse, ben, dire c'est intéressant, je vais y réfléchir, puis je vais me pencher là-dessus. Tout simplement, puis prenez la question suivante. Non. Souvent, par exemple, dans une présentation d'une thèse, les gens ont beaucoup de résultats présentés. Comment les prioriser, ces résultats-là? Forcément, des fois, sur nos 20 minutes, on ne peut pas présenter tous les résultats de sa thèse. Là, il faut introduire une priorité quelque part. Là. Est-ce que vous avez des suggestions? Bien, tout à fait. Quand vous préparez votre soutenance de thèse, vous allez avoir le rapport de lecture de votre jury, de vos lecteurs. Regardez les questions qui reviennent le plus et on peut s'attendre à ce que les questions qui soient posées par nos lecteurs, notre jury, ce soit celles qui seront posées aussi à la suite de la présentation lors de la soutenance. Alors, je voudrais tenter de devancer ces questions-là et d'y répondre dans votre présentation. Donc, regardez ce qui était moins clair ou ce que vous souhaitez qu'il soit retenu finalement de votre thèse, parce qu'évidemment, une thèse, c'est la recherche d'une vie, là, donc on ne peut pas tout présenter, c'est beaucoup trop long, on a souvent énormément de résultats, donc il faut vraiment se centrer sur certains éléments. Puis, je vous dirais, une bonne façon de construire sa soutenance de thèse, c'est de répondre précisément à ces questions de recherche, de montrer comment vous l'avez fait, avec quelle démarche méthodologique, puis quels résultats en lien précis avec chacune des questions de recherche vous obtenez. Donc, à la période de résultats, ben, vous rappelez les questions de recherche, puis vous montrez comment vous y avez répondu.
Vous avez une question ici sur une situation un peu catastrophique, là. Comment gérer une coupure en ligne de sa présentation? Quelle bonne question. Ça m'est pas encore arrivé, mais ça m'est arrivé pendant un cours et il faut savoir, il faut rebondir rapidement. Mais sachez que ça, je veux dire, c'est en même temps un peu hors de notre contrôle. On est tellement dépendant de la technologie en ce moment. Si vous avez une panne d'électricité, par exemple, ça peut arriver, hein, coupure d'Internet. Zoom, c'est tellement surchargé des fois qu'on n'est pas à l'abri des bugs, hein. Ça arrive que la plateforme va tout simplement planter, comme on dit, et puis là, ça ne fonctionne plus. Donc, si vous êtes dans un événement qui est organisé, contactez tout de suite les organisateurs de l'événement. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi d'assister à une présentation de conférence, puis la conférencière, sa connexion a coupé, puis elle a contacté tout de suite les organisateurs pour dire « Attendez-moi, je reviens tout de suite, je me reconnecte », puis elle est revenue même pas une minute plus tard. Donc, contactez par courriel tout de suite la personne qui s'occupe de votre présentation dans le cas d'un événement si vous êtes en train de présenter. Voilà. On peut aussi utiliser son téléphone intelligent. Lui, il n'est pas affecté normalement par les coupures en ligne. Moi, je donne un cours chaque automne à 650 étudiants et j'ai les adresses électroniques de tous les étudiants. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des coupures. J'écris immédiatement un message aux étudiants pour les alerter du problème, là. Exactement. On va mettre une autre question ici. Est-il possible d'utiliser des outils d'interactivité comme WooClap sans perdre trop de temps pour gérer l'interactivité, surtout en ligne? Je vais moi-même utiliser ma stratégie en vous disant que ce n'est pas une technologie que je connais, donc je ne vais pas vous répondre n'importe quoi, mais si c'est, par exemple, si vous êtes en train de faire une présentation, que je vais extrapoler un peu là, en disant, j'imagine que c'est un outil interactif où les gens peuvent interagir un peu comme le converser sur Zoom, ben, il ne faut pas que ça devienne dérangeant pour le présentateur parce que ça peut rapidement vous distraire, mais encore là, ce n'est pas une application que je connais, donc je ne veux pas trop m'avancer. Est-ce que l'humour dans les diapos ou à l'oral peut avoir sa place pour garder l'attention du public? Tout à fait. C'est une stratégie qui est utilisée en publicité pour attirer l'attention. Donc, pourquoi pas? Il faut que ça soit bien dosé, toujours de bon goût. Moi-même, je le fais aussi en présentation. Ça m'arrive à la fois en congrès, dans mes cours que je donne avec mes étudiants. Donc, oui, effectivement, ça permet de capter l'attention du public. Mais encore une fois, il faut que ce soit bien dosé. Puis, ne le faites pas non plus trop souvent dans votre présentation, puis à chaque occasion que vous avez, parce que rapidement, ça va devenir lourd, là. Est-ce que vous avez un truc pour éviter nos propres tics de langage? Écoutez-vous, enregistrez-vous et écoutez-vous. Oui, on le fait presque jamais. Et faire une pratique préalable avec un public d'amis aussi, c'est bon, là. Tout à fait. Puis, même vous enregistrer, puis vous écoutez, faire de l'auto-évaluation de vos propres prises de parole, là, si vous réfléchissez à ça, probablement que vous ne vous êtes que très peu entendu parler. Donc, on le fait presque pas à l'école, au primaire, au secondaire ou même au cycle supérieur, là, à l'université. Alors, prenez le temps de le faire. C'est super intéressant, c'est enrichissant. Et la même chose, si vous présentez en personne, filmez-vous pour voir comment vous bougez parce que peut-être que vous allez vous dire finalement, je parle vraiment beaucoup avec mes mains, c'est hyper dérangeant, je gesticule vraiment trop, j'ai des mimiques qui sont tannantes. Donc, prenez le temps de vous regarder. Est-il inapproprié de citer ses propres travaux dans une communication? Non, si c'est pertinent de le faire, on doit le faire. Si on s'appuie sur des articles qu'on a publiés, souvent les gens vont être intéressés par ça. Ils vont dire, est-ce qu'on peut retrouver les éléments dont vous avez parlé dans des publications? Donc, si c'est pertinent, on le fait. C'est sûr, il ne faut pas que nos diapositives deviennent des panneaux publicitaires pour nos propres travaux, là. Donc, je pense qu'il faut montrer qu'on a une certaine conscience d'éthique de la recherche, montrer qu'on s'appuie sur les travaux d'autres personnes aussi, mais non, moi, je travaille dans un champ de recherche qui est très restreint. Ça m'arrive de citer mes propres travaux parce qu'on est peu de chercheurs en didactique de l'oral, c'est tout à fait normal. Dans les communications à distance, notamment par Zoom ou autres applications, là, est-ce qu'on propose aux auditeurs de fermer leur caméra? N'est-ce pas un peu frustrant de parler lorsqu'on ne voit pas de public et ses réactions? Bien, si vous faites une présentation en partage d'écran, vous pourriez demander à ce qu'ils ferment leur caméra parce que de toute façon, vous allez voir seulement quelques intervenants, certains participants dans votre écran. Là, je pointe ma propre droite parce que normalement, c'est là où ça apparaît dans mon écran. On va voir peut-être 3, 4 personnes maximum. Même si c'est des écrans
comme je vous dis, il y a tellement d'informations à gérer pour le public là, et c'est vraiment une surstimulation pour le cerveau. Donc, généralement, en fermant la caméra, pour eux, ils se concentrent davantage sur votre support visuel et sur votre voix. Et il y a énormément d'informations qui passent par la voix, qui doivent être détectées et ça aide beaucoup. Si vous n'utilisez pas de support visuel, effectivement, d'avoir plein de petites vignettes noires devant soi, ça peut être un peu frustrant. Donc, comme là, à ce moment-là, les gens vont vous voir, vous pourriez leur demander si ça vous aide de voir le non-verbal, de voir les hochements de tête, les froncements de sourcils, la tête un peu penchée sur le côté pour interpréter, est-ce qu'ils me suivent bien, est-ce que c'est clair ce que je dis? Demander à ce que les caméras soient ouvertes pour ceux qui se sentent à l'aise de le faire, mais on ne force pas les gens à ouvrir les caméras. Il y en a pour qui c'est plus facile de se concentrer si la caméra est fermée. Pour les présentations par affiche qui durent 3 minutes, là, vous savez, sur Zoom, c'est fréquent maintenant pour les étudiants, là, quel élément devrait être retenu dans la présentation? Est-ce les mêmes que la présentation orale, mais en plus condensé? Ou... Bien, plus condensé, puis utiliser les mots-clés et surtout essayer de ne pas surcharger votre affiche. Moi, j'en ai souvent vu des affiches qui étaient vraiment surchargées, puis essayer aussi de prévoir une organisation qui va être des informations qui va être facile à lire. Donc, c'est sûr que s'il faut naviguer dans l'affiche, puis on ne sait pas où on est rendu parce qu'on commence à un endroit où on n'est pas supposé de commencer, puis que ça ne suit pas une suite logique, ça peut être compliqué. Alors, assurez-vous que ça soit bien présenté. Même chose que pour la présentation orale, scientifique, ben pratiquez-vous à utiliser votre affiche puis à la présenter et assurez-vous de sélectionner seulement les informations qui sont les plus pertinentes. Donc, comme pour la communication orale, il faut faire des choix encore plus dans le cas d'une affiche où l'espace est extrêmement limité. Est-ce qu'il y a une police ou des polices idéales pour les présentations PowerPoint là, à l'écran? Non, mais assurez-vous de ne pas utiliser, par exemple, des polices d'écriture qui imitent un peu l'écriture cursive, là, parce que ça peut être plus difficile à lire. Beaucoup d'italiques, des polices d'écriture qui sont très serrées, où il va y avoir des lettres avec beaucoup de fioritures. Là, on évite ça. Essayez de choisir des caractères d'imprimerie Arial, le Times New Roman, le classique, mais il peut y avoir d'autres polices d'écriture. Fouillez, faites des tests, puis regardez aussi certains modèles. Là. Des fois, vous pouvez voir une présentation puis dire j'aime cette police d'écriture-là, je trouve ça clair, je trouve ça facile à lire. Demandez à la personne qui l'a utilisé. Est-ce qu'on doit répondre à toutes les questions qu'on nous pose? Vous n'aurez probablement pas le temps. Si jamais vous n'avez pas de réponse, ben vous ne pourrez pas y répondre. Et si jamais ça entre dans le temps, ben vous répondez à tout du mieux possible en essayant de vraiment rester centré sur la question et de ne pas vous écarter du sujet. Comment réagir lorsque l'Assemblée ne semble pas intéressée par notre présentation? C'est difficile. Puis c'est pour ça que je disais qu'il faut savoir quand présenter ses résultats de recherche. Des fois, on est motivé comme jeune chercheur. Là, j'en ai des étudiants à la maîtrise qui sont pressés de présenter. Puis des fois, il faut un petit peu tempérer, calmer les ardeurs en disant attends d'être prêt, d'avoir au moins des résultats préliminaires parce que ça va rendre ta présentation beaucoup plus intéressante parce que, comme je l'ai mentionné, à moins d'être dans un congrès étudiant, présenter une problématique seulement, puis un cadre théorique, généralement, c'est pas les présentations qui sont les plus intéressantes. Donc, assurez-vous d'être prêt à présenter. Puis si jamais ça vous arrive, je compatis, c'est vraiment pas agréable, mais on tient le coup, puis on poursuit la présentation jusqu'au bout, mais apprenez de vos expériences. La communication orale, là, plus vous allez en faire, plus vous allez être à l'aise, plus facile ce sera de construire une présentation. Vous allez savoir sur quel élément attirer l'attention, comment utiliser adéquatement votre support visuel, mais c'est vraiment avec la pratique que ça vient. Une personne qui pose une question un peu difficile, là. Y a-t-il moyen de présenter ses travaux de recherche aux personnes à mobilité réduite, handicapées, malvoyantes, sourdes, etc.? Il y a, j'imagine, certains événements qui vont proposer des adaptations pour les personnes qui sont malvoyantes ou malentendantes. Donc, ça, c'est important de vérifier si ces ajustements-là sont possibles. Mais généralement, quand ces personnes-là s'inscrivent à des événements, ce sont elles qui vont demander les ajustements nécessaires, mais vous n'avez pas à les prévoir à moins d'être dans un congrès qui est spécifiquement pour ce public-là et que vous êtes averti à l'avance puis qu'on vous donne des outils pour adapter vos présentations, normalement, vous n'avez pas à le prévoir. Une personne demande, les anglophones, fréquemment, finissent leur présentation,
leur PowerPoint avec une page bibliographie, ce Oui. qu'on voit rarement du côté francophone. Est-ce que c'est une bonne idée? Ou... Ah ben, tout à fait, mais on le voit de plus en plus. Là. Moi, je le vois très fréquemment dans les présentations où on ne va pas nécessairement terminer par merci, avez-vous des questions, mais bien par une bibliographie. Si, encore une fois, je voudrais choisir les références qui sont les plus pertinentes. Et souvent, ben, ce qui est intéressant, c'est que les gens vont pouvoir prendre une photo de votre diapositive en vous demandant l'autorisation. Puis là, ça permet, comme public, de conserver rapidement des informations. Donc, oui, ça peut être très pertinent de le faire. Bon, est-ce que certains principes de vulgarisation scientifique peuvent nous être utiles avec un public d'experts? Ben, il ne faut pas trop vulgariser. Encore une fois, comme je mentionnais tout à l'heure, la plupart des gens qui assistent à des colloques ou des symposiums, s'ils sont spécialistes du sujet, moi, ça m'est déjà arrivé justement dans des colloques en communication, en didactique de l'oral, là, où on avait des gens qui ne provenaient pas du milieu, puis là, ils arrivaient en nous présentant un cadre théorique qu'on connaissait tous très, très bien, avec des généralités qu'on connaissait tous énormément. Donc, effectivement, là, des fois, ça peut devenir redondant. C'est pour ça que je vous disais, plutôt que de vulgariser à l'extrême, ben, prenez certains raccourcis, mais pas trop non plus. Mais prenez certains raccourcis, permettez-vous de le faire, notamment en ce qui concerne la présentation du cadre théorique. Si vous êtes avec un public d'experts, ben, ça peut vous permettre de couper un peu à ce niveau-là dans votre présentation, puis de récupérer le temps que vous avez gagné là pour développer davantage soit votre méthode, soit vos résultats. Bon, il reste deux petites minutes. Là, je vais me permettre une question aussi à mon tour. Aux États-Unis et dans différents pays, mais particulièrement aux États-Unis, à l'école primaire et secondaire, et surtout au secondaire, il existe une vieille tradition de débat pour les étudiants. Les étudiants doivent s'habituer à débattre publiquement. Il y a des concours, des compétitions, etc. Barack Obama est quelqu'un qui est passé à travers cette tradition-là, notamment dans les écoles des Afro-Américains. C'est très valorisé, la prise de parole. Au Québec, il me semble que c'est beaucoup plus faible comme formation à la prise de débat public. Et est-ce qu'on mériterait de réintroduire ça dans l'enseignement, dans l'éducation de base? Parce qu'en réalité, c'est une vieille tradition, c'est la rhétorique, l'art oratoire, l'art de s'exprimer en public, qui était un peu perdu, je trouve, avec la domination de l'écriture. Tout à fait. L'oral passe souvent à la trappe dans l'enseignement. C'est vraiment pas la compétence qu'on a tendance à prioriser. Puis, on soit au primaire ou au secondaire, c'est exactement la même chose. C'est ce à quoi on accorde le moins de temps dans la discipline française, malheureusement. Et le problème avec les différents modes de discours, comme l'argumentation ou la justification, qui seront beaucoup utilisés dans le débat, c'est que ce n'est pas systématiquement enseigné à l'oral. On va préférer l'enseigner à l'écrit, alors que les transferts entre l'oral et l'écrit sont manifestes et se font très, très bien. Donc, ce qu'on fait à l'oral va nécessairement se transférer à l'écrit par la suite. Et effectivement, d'apprendre à quelqu'un à bien justifier sa prise de parole, je pense que c'est tout à fait essentiel, surtout dans une société comme la nôtre. Puis ça prépare à l'argumentation par la suite. Mais effectivement, au Québec, on n'a pas cette tradition-là. Et ça se fait aussi en Europe. Hein. Il y a des concours d'argumentation orale aussi, notamment en Suisse romande. En Suisse, oui. Ouais. Mais pensez-vous que la pandémie qui a accéléré les discussions via les réseaux sociaux, via Internet, Zoom, Teams, etc., va conduire à un certain renouveau d'intérêt pour la prise de parole? Ben, je l'espère. Là, on voit beaucoup de prises d'argumentation, en fait, qui va se faire sur les réseaux sociaux. Pas toujours très bien, d'ailleurs. On a souvent des faux arguments vides de sens et je pense que ça montre encore plus la nécessité de travailler ça avec les élèves, de développer leur esprit critique très tôt à l'école, de leur apprendre à prendre position, à prendre la parole sur des sujets d'actualité. Et j'espère effectivement qu'on gardera certaines pratiques d'échange. On se parle peut-être plus avec les outils numériques qu'on le faisait auparavant, où on avait tendance à recourir davantage à des courriels. Donc, peut-être qu'on verra d'autres pratiques apparaître. Écoutez, Kathleen, je vous remercie vivement pour la qualité de votre présentation. C'est extrêmement intéressant et je suis certain que ça a intéressé vivement les personnes qui ont assisté et qui sont très nombreuses. Je remercie également le public et je vous invite au prochain webinaire du CRIFPE qui sera le 7 avril. Je rappelle que la présentation de Kathleen sera disponible intégralement sur le site Internet du CRIFPE. Je vous souhaite une excellente journée et ceux qui sont en Europe ou plus loin, une excellente soirée. Merci et à la prochaine.